Bonjour YouTube. Dimanche, c'était le GP Explorer 3, la dernière édition de la course de voitures organisée par Squeezie, et c'est peu dire que l'événement s'est plutôt très bien passé. 200 000 spectateurs sur place venus regarder la course en direct du circuit du Mans, un pic à 1,6 million de spectateurs sur France Télévisions et le record français de viewers en simultané sur Twitch avec 1 39 000 viewers connectés pour regarder la course. On va pas se mentir, l'événement il était gigantesque, sans aucun doute peut-être le plus gros événement jamais organisé par une personne issue des réseaux sociaux. Une démonstration donc de l'évolution de YouTube et des youtubeurs. On parle quand même de gens qui ont commencé pour la plupart en slip, en se filmant tout seul chez eux avec la petite caméra de papa et qui se retrouvent aujourd'hui à faire des super productions gigantesques retransmises à la télévision nationale. Bonus, l'événement il a même réussi à intéresser hors des cases habituelles, comme l'expliquait au Parisien Alexandre Dureux, directeur délégué des programmes chez France Télévisions, le GP Explorer a réussi l'exploit de toucher toutes les générations, je cite, « Nous sommes très satisfaits car nous avons réussi le pari que nous nous étions fixés, réunir ensemble des publics au sein des foyers, qu'il s'agisse des enfants, des parents et des grands-parents. Quand nous regardons la structure de notre audience, elle est parfaitement équitable entre les 15-34 ans, les 35-59 ans et les 60 ans et plus. » Donc le GP Explorer 3, en termes de chiffres, c'est juste un carton absolu. Et pour Squeezie, c'est la preuve, s'il en fallait encore, qu'il est bien le numéro 1 des créateurs de contenu sur le net. Mais il y a quand même, il faut le dire, quelques ombres au tableau et notamment quelques polémiques. La première polémique, c'est la prise de parole de Manon Lanza, une créatrice de contenu qui avait piloté l'année dernière lors du GP Explorer 2. Manon Lanza, elle a pris la parole pour témoigner de son expérience cauchemardesque lors du GP2, où elle a à la fois subi un grave accident, mais aussi vécu une vague de harcèlement très violente. Un harcèlement évidemment totalement injustifié qui lui est tombé dessus simplement parce que lors de son accident, elle a accroché tout à fait involontairement la voiture d'un autre pilote, Maxime Biaggi. C'était un accident tout à fait ordinaire, pour une course de F4 en tout cas, un accident comme il en arrive chaque semaine dans le monde de la course automobile, mais voilà, mon Dieu, une femme avait percuté un homme, qui plus est un homme célèbre, il en a pas fallu beaucoup plus pour déchaîner le sexisme des réseaux et qu'elle reçoive pas moins de 60 000 tweets de haine, des messages que Manon Lanza qualifie de sexistes, violents et déshumanisant. Et malheureusement, si Manon Lanza, elle s'est sentie obligée de prendre la parole juste après le GP Explorer 3, alors que elle pilotait pas au GP3, c'est parce que le cyberharcèlement qu'elle a vécu, il était en fait en train de se répéter exactement à l'identique, mais cette fois envers une autre femme pilote du GP3, la streameuse Bagheera Jones. En fait, Bagheera Jones, elle a eu un accrochage avec Squeezie dans le dernier tour de la course de dimanche, un accrochage où, heureusement, absolument personne n'a été blessé, un accrochage qui, encore une fois, fait partie des risques ordinaires de la course automobile, mais voilà, un accrochage aussi qui a empêché Squeezie, l'organisateur du GP, de finir sa course. Et ça a déchaîné les haters, qui sont tombés assez violemment sur Bagheera, notamment sur Twitter. Ce que Manon Lanza a souligné, c'est qu'au final, on le voit, ce genre d'histoires, elles sont tristement ordinaires. Qu'au final, il y a clairement un gros problème autour de la prise en charge des femmes dans des gros événements publics, surtout quand elles sont confrontées aux communautés des streamers masculins. Ça fait évidemment penser au cyberharcèlement qu'avait subi par exemple la streameuse Ultia. Ultia qui avait reçu des centaines de milliers de messages de haine pour avoir simplement dénoncé le comportement indéniablement sexiste du streamer Inoxtag lors d'une séquence du The Event 2021. Et à la fin, elle m'embrasse là et je l'embrasse. Là, en bas là. Andrea, tu m'embrasses en bas. Sexisme qu'Inoxtag avait d'ailleurs, c'est important de le préciser, en fait lui-même reconnu et pour lequel il s'était d'ailleurs excusé le jour même. Tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. Moi j'ai envie de te dire, je suis désolé, maintenant je le saurai. Oui, non mais t'inquiète, mais... Malheureusement, ces excuses, elles n'avaient pas empêché une partie de sa communauté de se déchaîner contre Ultia, mais vraiment, quand je dis se déchaîner, c'est se déchaîner, au point que l'affaire, elle a fini devant la justice par la condamnation de 3 hommes, l'un a même été condamné à 6 mois de prison ferme, un homme de 23 ans qui avait écrit à Ultia, je cite, et c'est pas vrai pour le plaisir, mais parce que c'est important des fois de mettre des mots sur les choses, il avait écrit, je cite, « J'espère que tu te feras violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule. » Donc voilà, c'est horrible, c'est des propos d'une violence inouïe, mais c'est aussi, hélas,
on le sait toutes et tous, des propos qui sont devenus beaucoup trop ordinaires en ligne aujourd'hui et qui résument à eux seuls la problématique soulignée par Manon Lanza. Aujourd'hui, si les créatrices, elles sont parfois invitées à des gros événements sur les réseaux sociaux, par exemple le GP Explorer, par exemple le The Event, ben c'est pour elles à chaque fois une espèce de roulette russe. Au moindre problème, surtout avec des créateurs masculins, les créatrices, elles s'exposent à des vagues de violence atroces, des violences face auxquelles on les laisse seuls, comme si les créateurs, ils n'avaient pas de responsabilité vis-à-vis de leur communauté de fans, ou que les events qu'ils organisent n'étaient pas sous leur responsabilité, comme si tout ça, ça ne pouvait pas être anticipé et accompagné correctement par les boîtes de prod derrière les events, des boîtes pourtant tout à fait capables de gérer des campagnes de communication massives quand il s'agit de vendre de la pub ou de promouvoir un talent. Mais bizarrement, des boîtes qui d'un coup sont incapables de faire un travail de communication correct pour protéger une participante lors d'un event dont elles ont la responsabilité. Et attention, je veux pas chier gratuitement sur Squeezie, on sent qu'il essaie. Pour Manon, il a fait des stories sur Insta contre son harcèlement. Pour Bagheera, ils sont pris dans les bras tout de suite après l'accrochage, il est passé sur le chat de la streameuse le lendemain du GP pour la soutenir. Mais quand on repense à l'histoire d'Ultia, on se dit que c'est pas assez. Que pour un événement comme le GP, il devrait y avoir systématiquement une cellule de crise pour anticiper et contrer les violences sexistes que pourraient subir les participantes. Ça peut pas être à chaque fois de la com improvisée sur le tas. On sait que les conséquences, quand les choses dégénèrent, eh bien, elles peuvent être vraiment beaucoup trop graves. Alors voilà, pour le moment, l'histoire reste en suspens. Squeezie n'a pas répondu à Manon Lanza, on ne sait pas si des leçons seront tirées sur le long terme de cette énième démonstration du sexisme des réseaux, mais force est de constater que le problème, il est 100% flagrant, qui se répète année après année et que absolument toutes les créatrices en témoignent. Donc, franchement, plus personne peut jouer les ignorants à ce sujet. Et maintenant, si rien n'est fait structurellement, s'il n'y a pas de preuves claires d'une prise en charge globale de ces questions à l'avenir, il faudra bien qu'on finisse par se dire que c'est du laisser-faire, que c'est un cautionnement tacite du sexisme. Un cautionnement, au final, tout aussi coupable que les comportements sexistes eux-mêmes. Et même si on aime bien les gens, il faudra aussi en tirer les conclusions qui s'imposent. On peut pas éternellement exposer des créatrices à du sexisme et tomber des nues à chaque vague de harcèlement. Il faut faire mieux, beaucoup mieux, affaire à suivre donc. Ça nous amène à la deuxième grosse polémique du week-end. Une polémique qui poursuit le GP Explorer depuis sa première édition et qu'on pourrait résumer en une question finalement très simple. Mais pourquoi, bordel, organiser une course de voiture en 2025 alors que la planète crame? Et c'est pas forcément une question bête. Perso, j'aime bien le GP, j'aime le fait que quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas de harcèlement sexiste, ça croise plein de communautés différentes. T'as les fans de SCH et les fans de Léa et lui qui regardent le même truc, je trouve que c'est quand même assez marrant. Et en plus, ça permet de découvrir des gens qu'on n'aurait pas forcément regardé sinon. Perso, par exemple, c'est au GP que j'ai découvert Bagheera, que j'ai découvert Horty, que je regarde même assez souvent maintenant. Ça m'a permis de découvrir des gens assez cool et ça met en avant, je trouve, des petites communautés qu'on n'aurait pas forcément découvert. Mais j'avoue, je suis pas sûr que ça m'aurait moins intéressé si ça avait été une course de parapente au lieu d'une grosse course avec des énormes voitures qui polluent. C'est pas pour faire le chiant, mais pour rappel, selon les chiffres de l'Agence européenne pour l'environnement, le transport routier représente 1/5 des émissions de CO2 dans l'UE et les voitures personnelles sont les principales responsables. On parle quand même de 61% des émissions du transport routier qui sont faites par les voitures, c'est quand même énorme. Et forcément, du côté de l'écologie, il y a eu beaucoup de gens pour faire des reproches au GP et dire à Squeezie « Frérot, ton truc on n'est pas fan ». Mais pour le coup, j'ai trouvé que Squeezie, il avait assez bien répondu à ces remarques. D'abord, concernant les voitures elles-mêmes. Déjà, on parle de 24 voitures. Oui, c'est des voitures thermiques, mais franchement, c'est une goutte d'eau dans l'océan à ce niveau. En plus, ils ont décidé de faire rouler les Formule 4 au bioéthanol E85, un carburant qu'on peut considérer comme plus propre, même s'il est composé de 15% d'énergie fossile. Autant dire que concernant l'impact écologique de la course proprement dit, ça va, ça avait rien de scandaleux. Maintenant, autour de la course, il y avait un petit peu plus. Il y avait tout l'event, il y avait la logistique. Et là, c'est plus compliqué. Il y a déjà toute la question du déplacement du matériel par camion. Une course comme celle-là, évidemment, ça demande une tonne de matos acheminée d'un peu partout. Et ça pollue. Et en plus, 200 000 spectateurs. Une tonne de gens, c'est forcément beaucoup de gens qui prennent leur bagnole et donc de la pollution. Et ça, Squeezie, il a pas évité la question, il en a parlé chez Zach en roue libre et je trouve sa réponse assez intéressante. Et je vois des gens parler d'écologie, c'est un vrai sujet qui est méga important et sur lequel on s'est beaucoup penché réellement, tu vois.
Et J'ai l'impression que c'est aussi un gros sujet du sport auto tout court. Ouais, mais il y a une stat, moi, qui m'a mis des clims et qui m'a fait comprendre que le problème, c'est pas des voitures thermiques qui roulent, et encore moins des monoplaces auxquelles les gens s'identifient pas. Tu vois, c'est pas parce que tu vois une monoplace rouler que tu te dis, ah bah ma bagnole avec laquelle je roule tous les jours, je veux que ce soit une thermique. Je pense que c'est quand même assez différent. Le vrai problème, en fait, c'est la logistique des événements. Donc en fait, ça s'applique même au-delà du GP. Et même si on fait d'autres événements que le GP, où il y a même pas de voiture, ça pollue de malade. Ouais, le déplacement des trucs. Genre, même si tu faisais un concert, genre. Voilà, même si tu fais un concert, les concerts, ça pollue de fou. La venue des gens, la venue du matos, les scénos, les semi-remorques qui se déplacent sur des énormes distances, c'est ça, en fait, le cœur de la pollution. Et donc, forcément, quand tu fais venir des dizaines de milliers de gens, mais quand je vous dis que c'est ça, le cœur de la pollution, c'est genre 98%. Ouais. Tu vois, c'est pas 30%, c'est 98%. Donc, les gens qui viennent, qui prennent leur caisse, qui sont seuls dans leur caisse, des circuits... Donc au final, la finalité de ce qui s'y fait le jour J, c'est pas tant ça. C'est pas tant le fait que c'est des voitures thermiques qui roulent, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc là, on est en train de scanner toutes ces problématiques pour essayer de faire du mieux qu'on peut, tu vois, à notre échelle. Mais c'est compliqué, quoi. Et j'ai pas trop envie de tomber dans du greenwashing et de me cacher derrière. Mais non, mais c'est du biocarburant, tout va bien, les gars. Alors des arbres. Voilà, et on a planté 4 arbres par tour fait. Alors qu'à côté, il y a genre 100 000 gars qui se déplacent, qui viennent en bagnole, seuls dedans. Imagine sur le circuit, t'as aussi une gestion du plastique et des déchets qui doit être faite. T'as des assos, par exemple, qui viennent et qui littéralement fouillent. Je sais pas si vous savez, qui fouillent les poubelles pour faire le tri. Parce qu'ils savent que la plupart des gens ne vont pas le faire sur place. Donc, t'as plein, d'une infinité de problématiques comme ça. Et on essaie de scanner ça. Et il y a beaucoup d'assos qui nous aident là-dessus. Et c'est intéressant. Voilà. Pour le sujet écologie, puisque je vois beaucoup de gens en parler, et ils ont grave raison. Et voilà où on en est. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à nous faire, ou que je pense qu'il y a plein de gens ici qui connaissent. On connaît pas tout. On essaie d'analyser, de faire de notre mieux, mais je pense qu'on passe à côté de certains trucs. Franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, les gars, ou des messages, des DM, des trucs. C'est intéressant. Voilà. Franchement, là, Squeezie, je le trouve assez honnête. Il essaie pas de cacher que son événement, il pollue. Il essaie pas de faire du greenwashing en se cachant derrière les initiatives mises en place. Oui, il y a du bioéthanol dans les F4 et des assos qui trient les déchets, mais il assume. C'est un gros événement public et ça engendre de la pollution. Mais surtout, Squeezie, il met le doigt, je pense, sur un truc assez important. Il n'y a pas de solution magique à ce problème. Parce qu'une fois qu'on accepte que les voitures thermiques sur le circuit, elles polluent vraiment pas tant que ça, on se rend compte que la vraie question écologique du GP, c'est la logistique lourde d'un événement public. Le problème de pollution du GP, c'est le même que pour n'importe quel gros événement où des gens se rassemblent. Un festival de musique comme le Hellfest, un gros match de foot au Stade de France, les JO, la braderie de Lille, le marché de Noël de Strasbourg, la fête de l'UMA et même peut-être la marche des fiertés à Paris qui réunit parfois jusqu'à 500 000 participants. À partir du moment où il y a beaucoup de gens au même endroit, ça pollue. Et je pense qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire qu'on n'a pas non plus envie de plus jamais se retrouver toutes et tous ensemble, de plus jamais partager de moments collectifs, de grands événements qui nous rassemblent et qui nous rapprochent. Surtout que oui, un gros événement comme le GP, ça pollue, mais il faut pas non plus perdre de vue que la majorité de la pollution aujourd'hui dans le monde, elle vient en réalité de l'industrie. Je rappelle que selon l'ONG britannique Carbon Disclosure Project, 100 multinationales émettent à elles seules 70% de l'effet de serre mondial. Alors s'il faut chercher des réponses individuelles, il faudrait mieux se concentrer sur les PDG et les actionnaires de ces multinationales, des gens très riches qui bâtissent leur fortune sur des crimes climatiques. D'ailleurs, en parlant de gens très riches, il faut peut-être rappeler aussi que les 63 plus grandes fortunes françaises sont responsables d'autant d'émissions de gaz à effet de serre que la moitié de la population française. 63 milliardaires qui polluent autant que 34 millions de personnes, soit 152 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émissions de CO2 totales du Danemark, de la Finlande et de la Suède réunies. Alors, avant d'arrêter de se retrouver toutes et tous ensemble, avant d'arrêter le GP, les concerts et les marchés de Noël, on a peut-être intérêt à se rassembler plus souvent pour sortir de chez nous, se retrouver, recréer des solidarités et se rappeler que nous, les pas milliardaires, on peut avoir une énergie monstrueuse quand on se retrouve toutes et tous ensemble. Reste un problème, souligné par plusieurs médias écolos. Au fond, le vrai problème du GP, est-ce que ce serait pas tout simplement que ça rend les voitures super cool? Je vous mets un extrait d'une petite vidéo qu'a fait Vers le Média à ce sujet et qui parle justement du fait que le GP pousse les gens à se passionner
pour l'automobile. Mais en fait, c'est aussi une porte d'entrée pour pas mal de personnes sur le fait de s'intéresser à ces sports automobiles. C'est hyper compliqué à mesurer, mais si on arrive à faire bouger ne serait-ce que de 1% la vision qu'ont les personnes sur l'industrie automobile ou sur des groupes pétroliers, etc., et c'est pour ça qu'ils mettent de l'argent dedans, c'est pour améliorer cette image, et ben derrière, on arrive plus facilement à vendre des voitures, plus facilement à vendre des voitures thermiques, des grosses voitures, etc. Et là, l'impact, il va être énorme, parce que le nombre de voitures qu'on vend dans le monde, ça se compte en dizaines de millions chaque année. Alors, je trouve l'argument intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la voiture, c'est 61% des émissions du transport routier. Donc, sur le papier, on se dit, effectivement, que si on pouvait rendre la voiture moins cool, ça pousserait les gens à choisir un autre mode de transport, et ouais, ce serait super. Sauf que ça part du principe que rouler en voiture, c'est un choix. Quand on écoute la vidéo de Vers le Média, on dirait que les gens, ils ont juste pas encore compris que le vélo, c'est mieux que la bagnole. Mais en réalité, la voiture, pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Une contrainte qui ne peut, en aucun cas, être évité. Selon les sociologues Joseph Cassiari et Leslie Belton-Chevalier, on vit dans un monde où la norme dominante concernant le déplacement tourne autour de la voiture. C'est ce qu'ils appellent la norme dominante de l'automobilité. En gros, ça veut dire qu'on est dans un monde centré sur la bagnole. Et dans ce monde, l'usage d'une voiture, c'est la manière principale de se déplacer quotidiennement, la manière principale d'aller au travail, la manière principale d'aller faire ses courses, etc., etc. Toute l'infrastructure du pays est pensée comme ça. Faut s'enlever de la tête l'image des grandes villes avec des pistes cyclables et des métros toutes les 5 minutes. Dans la majorité du territoire français, la voiture, c'est la seule option viable. Je cite un rapport de l'Observatoire de la mobilité de 2019. En France, en comptant tous les transports, même le train, seul 28% du territoire métropolitain est desservi par les transports publics. Et ça, ça compte vraiment tout. La ligne de TER qui fait un aller-retour par jour et les lignes de bus qui passent 2 fois par jour à n'importe quelle heure et avec lesquelles c'est juste pas du tout possible d'aller au travail. En fait, objectivement en France, la plupart des gens, ils sont obligés de prendre la voiture. Je cite un autre rapport de 2024 du Secours catholique réalisé en partenariat avec Emmaüs et la Croix-Rouge. En France, seuls 19% des habitants des communes rurales affirment pouvoir choisir leur mode de transport. Donc pour tous ces gens, le problème c'est pas le GP. S'ils prennent la voiture, c'est pas qu'ils trouvent ça cool. En fait, pour beaucoup, la voiture, c'est même un poids. C'est une véritable trappe à pauvreté. Selon un rapport de l'INSEE de 2017, pour les ménages équipés d'une voiture, les transports individuels représentent 12,4% du revenu disponible. Et ça, c'est un pourcentage évidemment qui augmente pour les plus pauvres. C'est énorme. Bien sûr que si tous ces gens, ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. Mais ils ont pas le choix. Parce que cette situation, elle est tributaire de politiques publiques. Par exemple, le rapport du Secours catholique, il remarque qu'aujourd'hui, je cite, le transport ferroviaire est passé de presque 60% du transport de voyageurs en 1950 à seulement 9,2% en 2016. Et qu'en 2021, plus de 21 000 communes ne disposent plus d'aucun commerce, soit 62% d'entre elles contre 25% en 1980. Donc, non seulement il n'y a même plus un train qui passe, mais pour beaucoup de gens, il n'y a même pas un magasin là où ils habitent. Et il faut aller donc dans la grande ville d'à côté pour faire les courses. Et je le redis, seul 28% du territoire métropolitain est desservi par les transports publics. Comment les gens sont censés faire? Marcher 2 heures pour aller acheter leurs courses et revenir après en les portant sur leur dos? C'est juste pas possible. Quand on a tout ça en tête, je trouve que c'est un peu déplacé d'accuser le GP de promouvoir une culture de la voiture. En fait, la seule chose qui promeut la culture de la voiture aujourd'hui, c'est la nécessité. D'ailleurs, dès que l'espace urbain est pensé différemment, on voit que tout change. Par exemple, selon l'INSEE, dans les grands centres urbains avec beaucoup de transport, 29% des ménages n'ont pas de voiture. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Je vous cite le chiffre à l'échelle de la France, qui vient cette fois de l'Agence de la transition écologique. À l'échelle nationale, seuls 14% des Français déclarent ne pas être équipés de véhicules automobiles. Donc, ça me paraît assez clair, on le voit. S'il y a une proposition correcte, les gens ils font autrement. Dans les villes, là où c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de transports, que les lignes sont régulières et qu'elles couvrent correctement le territoire, les gens ils arrêtent d'utiliser leur voiture. Ailleurs, ils continuent. Pas parce qu'ils aiment la bagnole, mais juste parce qu'ils y sont obligés. Et attention aussi à pas trouver automatiquement cool que les gens n'aient pas de voiture. En fait, les gens qui arrêtent d'utiliser leur voiture pour des raisons purement écologiques, ils sont loin d'être la majorité. En réalité, toujours selon l'Agence de la transition écologique, seuls 17% des 14% de Français qui n'ont plus de voiture l'ont choisi pour des raisons environnementales. Là où en réalité, 56% ont été obligés de se priver de voiture à cause du coût. Obligés, contraints. Et si vous avez bien suivi, cette contrainte, elle peut mettre les gens en grande difficulté ensuite au quotidien, puisque c'est les ménages les plus pauvres, ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui vivent aussi généralement dans les zones les plus isolées et les moins desservis par les transports
en commun. Donc dans les zones où la voiture, elle est le plus nécessaire. Honnêtement, pour eux, c'est pas une bonne nouvelle de plus avoir de voiture et on devrait pas en être content. Voilà, on va conclure sur ça. Le GP de Squeezie, c'est pas un événement parfait, loin de là. Il y a plein de choses à améliorer, plein de choses à changer. Alors, je sais qu'il a dit que ce serait la dernière année dans ce format-là. Mais par exemple, concernant l'accompagnement des créatrices, je pense que les leçons à tirer, elles peuvent s'étendre bien au-delà de cet événement particulier. D'ailleurs, pour moi, c'est des questions qui peuvent se poser même pour une vidéo ordinaire qui sortirait sur n'importe quelle grosse chaîne de YouTube. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention aux fausses évidences et aux critiques un peu creuses, un peu facile comme ça a pu être le cas sur l'écologie. Oui, il y a une question politique centrale autour du climat aujourd'hui, ça c'est clair. Mais il y a aussi des réalités socio-économiques et des données précises sur des questions et il faut faire attention à pas tomber dans des injonctions culpabilisantes basées sur du vent. Des injonctions qui nient au final des réalités structurelles au risque de dépolitiser complètement le débat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et un petit commentaire et vous pouvez aussi me soutenir sur Ulule, il y a un lien juste sous la vidéo.